Merci à tous de suivre cette conférence dédiée aux achats responsables et aux logiciels éco-conçus. Alors, je suis Sivagami Casimir, journaliste pour le magazine Archimag, et pour m'accompagner, nous avons la chance d'accueillir Caroline Buscal, qui est directrice de Cerda Conseil et consultante experte, et Olivier Grenet, qui est CTO chez Vedia, qui est un éditeur de logiciels. Alors, avant de donner la parole à nos intervenants, je voulais vous donner quelques chiffres clés parce que le numérique a aussi son impact. Alors c'est peut-être un chiffre que vous allez entendre plusieurs fois au cours de la journée, mais il est important. Aujourd'hui, le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, sans parler de la consommation d'énergie ou encore des différentes matières premières nécessaires à son fonctionnement. Si on se penche sur la partie matérielle, il faut savoir qu'avant même que nous n'utilisions nos téléphones portables ou un ordinateur tout neuf, ils ont déjà produit près de 80% des émissions de gaz à effet de serre qu'ils émettront durant leur souvent trop courte vie. Alors, mais les choses s'organisent du côté des organisations. Pour vous donner un dernier chiffre, alors il ne concerne pas que le numérique, mais il est assez évocateur. Selon le dernier baromètre de l'Observatoire des achats responsables, plus de 9 organisations sur 10 se sont engagées ou sont sur le point de s'engager dans une politique d'achat responsable. Et du côté des éditeurs de logiciels, on va le voir avec Olivier, la question de la sobriété est aussi de plus en plus prise en compte dans la conception des solutions, mais aussi dans la stratégie commerciale. Alors, avant de donner la parole à Caroline, qui va s'intéresser au numérique responsable dans les appels d'offres, je vous propose de participer à un sondage. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de prendre connaissance des critères RSE dans un appel d'offres? Je vais créer juste après le sondage. Vous allez le retrouver dans un onglet qui est en bas à droite normalement. Vous pouvez y répondre pendant la conférence. On regardera tous ensemble les résultats à la fin. Et n'hésitez pas aussi à poser toutes vos questions. Il y a aussi un onglet spécifique questions pour ça. Je vais les récupérer et je les rapporterai à nos intervenants aussi. On aura un temps dédié à la fin, j'espère, pour prendre vos questions et y répondre. Alors, j'ai une première justement question pour Caroline. Il y a eu pas mal de réglementations autour et des labels autour du numérique responsable. Comment cette notion s'invite-t-elle dans les appels d'offres des organisations, que ce soit en termes d'achat responsable, mais aussi de logiciels éco-conçus? Merci effectivement, Sivagami, de poser cette question parce qu'on va se rendre compte qu'effectivement, c'est devenu extrêmement présent au niveau des appels d'offres notamment. Je vais vous partager effectivement un petit support qui va permettre de soutenir les différents éléments que je voulais partager avec vous et répondre notamment à la question que tu viens de me poser, Sivagami. Voilà. Je voulais aussi partager avec vous quelques certitudes autour de la présence de plus en plus forte de critères qui relèvent de politiques de responsabilité sociale et environnementale dans les appels d'offres, avec des évolutions qui se sont accélérées ces dernières années et qui vont continuer à s'accélérer dans les prochaines années. Et je pense qu'il est intéressant non seulement de savoir aujourd'hui où on en est réellement, mais surtout ce qui vous attend demain. Et quand je dis demain, c'est un court terme, puisque dès 2026, ces fameux critères de RSE vont être obligatoires au niveau des appels d'offres, mais on va y revenir. Donc déjà, je voulais partager avec vous quelques certitudes. La première certitude, c'est de dire que le législateur français est très présent au niveau de cette problématique du numérique et de son impact environnemental, au niveau des achats notamment, puisque dans le cadre de la réglementation qui s'est accélérée ces dernières années, vous avez une présentation un peu rapide de quelques titres de loi principales ou majeures que vous devez sans doute connaître déjà, mais il est important de voir qu'en fait, on est dans une accélération de cette réglementation et que cette réglementation, elle balance autant sur le sujet purement responsabilité sociale que sur la partie responsabilité environnementale. Les deux vont de pair et les deux structurent de plus en plus le cadre dans lequel va s'inscrire demain les achats, notamment ceux qui passent par de la commande publique,
Donc, on va y revenir puisqu'on va évidemment évoquer la partie des appels d'offres, mais pas seulement, puisque on sait bien que la commande publique, c'est souvent un modèle sur lequel peuvent s'appuyer des achats générés par des organisations privées, mais qui vont s'appuyer sur ce que fait la commande publique pour eux-mêmes organiser leur propre procédure d'achat. Pour mémoire, la notion de RSE, c'est un enjeu européen. La définition que nous utilisons tous est celle qui a été portée par la Commission européenne dès une directive de 2014. Il y a une révision de cette directive qui est en cours, mais pour dire que cette notion de responsabilité sociale et aujourd'hui environnementale, qui définit effectivement ces trois lettres-là, eh bien nous la partageons et elle est largement communiquée au niveau européen. Côté normes, il y a deux normes aussi qu'il faut avoir en connaissance, deux normes ISO, donc des normes internationales. Une qui date de 2010, c'est l'ISO 26000 et qui porte sur la responsabilité sociétale. Donc là aussi, on est sur un texte qui a déjà quelques années. Donc la première publication, c'est 2010, il y a eu une petite évolution en 2021, mais c'est ce texte-là sur lequel il faut s'appuyer. Et l'autre norme ISO, qui est la norme ISO 14001, qui est plus récente, qui date de 2015 et qui est toujours évidemment d'actualité. Elle n'a pas eu véritablement de révision depuis l'édition première de 2015. Elle est relative au système de management environnemental. En revanche, côté législation, c'est ce que je vous disais, le sujet RSE, il est intégré, voire il porte un certain nombre de textes. Donc, je ne vais évidemment que m'intéresser au plus récent, parce que l'objectif, c'est pas non plus de vous faire des commentaires de textes de loi, mais il semble important malgré tout que vous ayez en tête ces repères-là qui sont des repères structurants. Je vais prendre pour première loi qui me semble essentielle à pouvoir positionner dans le cadre des achats responsables, c'est la loi Pacte qui date du 22 mai 2019 et qui a permis justement de renforcer cette notion de RSE à travers de nouvelles dispositions. Et notamment, parmi ces nouvelles dispositions, il y a celle qui permet de modifier l'objet social d'une organisation en y intégrant la considération d'enjeux sociaux et environnementaux. Ça a souvent donné lieu à des organisations qui ont travaillé sur leur propre raison d'être et qui ont souhaité l'inclure, la rendre visible pour tous ceux qui pouvaient être concernés. Vous avez quelques exemples. La RATP, aujourd'hui, a une raison d'être. Vous avez nous-mêmes, tout simplement. Vous l'avez d'ailleurs en bas de page de ce type de support, qui avons travaillé au titre du groupe Cerda Archimag, dans le cadre de notre projet Perma Entreprise, sur notre propre raison d'être. Donc, c'est aussi une façon pour les organisations d'afficher un certain nombre d'engagements autour de la responsabilité sociale et environnementale. Après, vous avez des lois plus, on va dire, qui portent d'ailleurs dans leur libellé des termes forts. Vous avez la loi 2021, donc du 22 août 2021, qui s'appelle Climat et résilience, donc rien que le choix des termes est extrêmement évocateur. Pourquoi je vous cite ce texte législatif qui d'ailleurs était la traduction d'une partie des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, les propositions qui avaient été retenues en fait par l'exécutif, et notamment elle a rendu obligatoire la réalisation de bilans d'émissions de gaz à effet de serre pour un certain nombre d'organisations, qu'elles soient publiques ou privées, donc des organisations qui sont plutôt des entreprises privées de plus de 500 salariés, et puis les collectivités, notamment territoriales, qui concernent plus de 50 000 habitants. Donc, elle a commencé à apporter un certain nombre d'obligations de devoir être beaucoup plus opérationnel, pas seulement de prendre en compte ou de s'inscrire dans ce grand mouvement de responsabilité, mais également de le traduire dans les faits avec un certain nombre d'actions et notamment, encore une fois, l'exemple de rendre obligatoire la réalisation, tous les 3 ans d'ailleurs, de bilan. L'autre texte que vous connaissez sans doute tout au moins dans son abréviation, ce qu'on appelle la loi REEN, qui date donc de novembre 2021, qui est en fait, quand on le développe, la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Rien que le titre, encore une fois, est intéressant puisqu'elle porte un verbe actif dans son libellé. Elle parle de réduire l'empreinte environnementale du numérique, donc qui fait du numérique responsable un enjeu
fort, voire majeur de la RSE. Donc ça, c'est intéressant. Cette loi a été notamment enrichi d'un décret, un décret qui date du 29 juillet 2022 et qui est relatif à l'élaboration d'une stratégie numérique responsable rendue obligatoire, on va dire, auprès notamment d'un certain nombre de collectivités locales et territoriales. C'est-à-dire que ces entités publiques ont obligation de travailler sur la construction d'une stratégie numérique responsable en direction notamment puisque c'est souvent là le premier sujet qui est pris en compte, notamment en direction de leurs achats. Et leurs achats, pas seulement numériques, tout type d'achat, y compris des achats de fournitures ou de services, voire de travaux, évidemment aussi, qui pourraient effectivement être décidés par ces mêmes collectivités. Le dernier texte que je vous ai mentionné sur cet écran, qui est le plus récent, puisqu'il date d'octobre 2023, qu'on appelle la loi Industrie verte. Là où elle est intéressante par rapport à notre discussion de ce matin, c'est qu'elle permettrait, elle permettra aux collectivités territoriales d'exclure des marchés publics, demain, des entreprises qui ne respecteraient pas un certain nombre d'obligations environnementales, notamment la publication d'informations extra-financières. Donc on rentre non seulement dans un cadre qui est posé, des définitions, des concepts, la demande d'action très concrète, mais qui va maintenant jusqu'à effectivement construire un cadre qui pourra demain exclure de la réponse publique et donc de l'achat public un certain nombre de structures qui pourraient ne pas être introduites et ne pas avoir traduit dans les faits des actions de politique RSE. Ça, c'est la première certitude. Donc, le législateur est un acteur majeur et qu'il faut continuer à veiller, à surveiller. La veille juridique, c'est fondamental sur un sujet comme celui-là. Deuxième certitude, il y en aura une troisième également. La deuxième certitude, c'est que les entreprises, les organisations en France sont très attentives à cette problématique, à la fois parce que on vient de le voir, la loi les y contraint, mais pas seulement. Quand on a mené une petite enquête courant 2023 auprès d'un certain nombre d'entreprises avec une question autour de la démarche RSE, incluse ou pas dans leur propre démarche commerciale, on a vu arriver un taux de réponse intéressant puisque plus de 60% nous disaient avoir déjà été amenés à décrire une démarche RSE dans le cadre soit de contact client, donc on n'est même pas nécessairement encore dans le cadre de l'achat et de la réponse à appel d'offres, et de plus en plus, effectivement, dans le cadre de consultations commerciales, que ce soit des consultations régies par le Code de la commande publique ou que ce soit des consultations commerciales dans le cadre d'une mise en concurrence et dans le cadre d'un achat par des organisations plus privées. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les organisations en France sont non seulement attentives, mais elles ont commencer à traduire de manière effective dans leur propre politique commerciale un certain nombre de critères qu'elle peut mettre en place. Un chiffre également que je voulais partager avec vous, qui sort un peu du sujet strict de ce matin, mais qui correspond à la gouvernance de l'information numérique que Pierre Fuseau a évoqué tout à l'heure dans les keynotes précédentes, simplement pour vous dire que quand on interroge aujourd'hui les organisations sur le cadre dans lequel s'inscrit la gouvernance de l'information numérique, il est intéressant de voir que pour environ 15% des répondants, dans les textes prioritaires qui sont cités, alors bien sûr il y a le RGPD, il y a etc., mais ça c'est plus de la majorité, voire 80% des répondants qui le citent, mais il y a un début de réponse qui porte sur la loi REEN, justement, sur cette fameuse loi de réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Donc là aussi, c'est intéressant parce que ça démontre de la progression dans les faits. On est au-delà maintenant de l'acculturation, on s'est approprié le sujet et on commence à l'appliquer strictement. Notamment, effectivement, sous la forme de description de démarches RSE dans le cadre de réponses commerciales, que ce soit encore une fois pour des mises en concurrence ou des appels d'offres. Je vous ai recité l'article du Code de la commande publique qui, effectivement, cite le fait de participer à l'atteinte des objectifs de développement durable dans les dimensions économiques, sociales et environnementales. Donc, le Code de la commande publique qui régit la passation d'appels d'offres est totalement
embarqués, alignés, on va dire, sur aujourd'hui ces fondamentaux que représente la RSE. Autre élément dont je vous ai donné la référence et qui fait le lien avec le texte officiel qui le porte, qui est le code toujours de la commande publique, c'est l'article 2152-7 qui porte sur la définition des critères. Vous savez que dans tout appel d'offres, évidemment, il y a toute cette organisation de critères sur lesquels va être mesurée et notée les réponses qui vont être faites à la demande qui a été de consultation. Et dans le cadre, évidemment, de ces critères, aujourd'hui, il existe la présence de critères relevant de la catégorie RSE. Alors aujourd'hui, il pèse en moyenne pas plus de 10 à 15% dans la notation finale. Donc vous allez me dire, ça reste marginal. Soit on est encore sur une notation en pourcentage assez faible, mais attention, ce n'est que le début d'un mouvement qui va sans doute augmenter, qui va sans doute connaître une croissance dans le pourcentage de place que ça prend dans la notation finale. Il y a déjà certaines consultations publiques qui précisent que la notation RSE sera jusqu'à une hauteur de 20%, la note finale. Donc, vous voyez qu'on a même déjà multiplié par 2. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ça reste facultatif. Mais ça ne sera plus tout à fait le cas dans les prochaines années, puisqu'à partir de 2026, les critères RSE seront obligatoires dans le cadre de la commande publique. Ce qui va permettre effectivement de faire de la commande publique désormais une commande qui sera totalement responsable, c'est-à-dire sociale et évidemment durable, et qui contribue, de par ce cadre qui devient de plus en plus encadrant, donc elle contribue à accélérer le développement par les entreprises de leur propre démarche de responsabilité sociale et environnementale pour être en capacité tout simplement d'y répondre. Donc pour en revenir effectivement sur l'obligation qui va naître qui est déjà née, mais qui sera rendue obligatoire à partir de 2026, c'est la loi climat et résilience que je vous ai citée, qui obligera les acheteurs publics à ajouter dans leurs appels d'offres au moins un critère RSE. Donc, je vous rappelle que il peut y avoir de nombreux critères dans une réponse appel d'offres. Vous avez des critères techniques qui sont en lien évidemment avec l'objet même de la consultation publique, mais vous avez aussi des critères évidemment économiques qui permettent de mesurer la partie financière de la réponse à l'appel d'offres. Et puis de plus en plus, il y aura effectivement dans la notation finale une part qui va devenir croissante de critères qui répondent à une politique de RSE. Je vous rappelle que la grille de notation et ses critères sont joints au règlement de consultation. Je vous invite d'ailleurs déjà à consulter, à regarder les appels d'offres d'aujourd'hui, même si le critère n'est pas encore obligatoire, pour effectivement vérifier de la présence ou pas même de ce type de critères. Moi, j'ai regardé, ne serait-ce que sur le mois de janvier, donc on n'est encore que le 23, donc sur en tous les cas les 3 premières semaines de ce mois de janvier, j'ai été étonnamment surprise de voir que dans la quasi-majorité aujourd'hui des dossiers de consultation qui sont publiés sur les sites d'appel d'offres, eh bien vous trouvez au moins un critère qui relève effectivement de la responsabilité sociale et environnementale. Ça peut être un critère plutôt orienté social, qui porte plutôt une sorte de lutte contre la discrimination, mais c'est aussi de plus en plus des critères qui relèvent de la partie environnementale. Donc c'est intéressant de voir que l'acheteur public est rentré, on va dire, de plein pied dans cette démarche-là et commence effectivement à rechercher des garanties sur ce sujet-là, au même titre qu'il recherche des garanties économiques ou administratives sur la solidité de la structure qui répond à sa demande. Donc ce sont des nouveaux critères qui sont valables pour tous les marchés, que ce soit des marchés de fourniture, des marchés de services ou des marchés de travaux. Tout à l'heure, une réponse à une question dans l'intervention précédente, Guillaume Vola parlait de la construction de bâtiments quand il s'agit de stocker du papier. Vous avez beaucoup d'organisations qui sont sur publiques, qui sont sur des besoins d'aménagement, d'amélioration, de construction de travaux. Et bien très nécessairement, on va voir apparaître dans ces appels d'offres-là aussi ce type de critères qui vont apparaître. Donc ça va permettre effectivement de rejoindre la troisième certitude que je voulais partager avec vous, la troisième et la dernière en tous les cas de certaines interventions de ce matin, de dire que le rôle de l'acheteur est un rôle majeur aujourd'hui parce qu'il
véhicule, il est largement lui acculturé sur cette problématique et il véhicule ce cadre de la commande publique dans lequel effectivement demain tous les achats vont s'inscrire et qui feront les achats non plus des achats strictement techniques, quel que soit l'objet qui est recherché, mais des achats qui seront de plus en plus responsables, c'est-à-dire qui répondront à des critères sociaux et des critères durables. Voilà, dernier point que je voulais partager avec vous, dans la version 2030 du plan national des achats durables, qui est le plan national, eh bien, il imposera aux acheteurs de passer 100% des marchés avec des entreprises qui répondent à des considérations environnementales et sociales. Donc les critères vont devenir obligatoires à partir de 2026 et à partir de 2030, eh bien, les achats publics seront tous qualifiés d'achats responsables puisque le choix des entreprises qui seront retenues dans le cadre de ces marchés, eh bien, devront porter une politique RSE qui sera démontrée, sans doute mesurée, et qui fera l'objet de descriptions extrêmement précises. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin dans le cadre de cette intervention. Merci beaucoup Caroline pour cet éclairage complet. Alors Olivier Grenet, je disais tout à l'heure, vous êtes CTO de Vedia. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre entreprise déjà? Ouais, merci Sivagami. Alors, je vais partager ma présentation. On va faire ça rapidement et normalement, vous devriez voir quelques visuels. Ouais, c'est bon, on voit bien ton écran. Alors, juste pour me présenter, en effet, je suis CTO et cofondateur de Vedia. Donc, Vedia, c'est une solution de Mediatek, un DAM en anglais, donc Digital Asset Management. C'est une solution qui sert à gérer toutes les images et les vidéos des clients, de nos clients, une sorte de Google Photos, YouTube interne à nos entreprises. Alors, en effet, c'est Vigami là pour reprendre un petit peu comment est-ce qu'on se positionne. Nous, on travaille essentiellement avec des grands groupes. Et c'est assez intéressant parce que qui dit grand groupe dit beaucoup de volume d'images et de vidéos à gérer. On a souvent plusieurs millions d'images par client. On a des clients qui ont plus de 20 millions d'images. Et chaque image même peut exister en plusieurs variations, donc parfois 80, donc des tailles, des résolutions. Donc en effet, on est certainement un gros consommateur d'énergie. Et on va aborder le sujet un peu plus après sur justement tout ce qui est stockage des médias. Alors, ce qui est intéressant, c'est comme on travaille essentiellement avec des grandes marques, on retrouve dans ces marques un souci justement RSE. Caroline vient de parler justement de tout ce qui est logique d'achat, mais donc il y a également au sein même des entreprises des politiques. Par exemple, chez Michelin, là, le pneu qu'on voit en visuel, qui s'appelle Vision, en fait, il découle de la charge d'éco-conception de Michelin avec à la fois une prise en compte des critères environnementaux pour sa conception, son cycle de vie, sa distribution. Et donc, tous nos clients sont alignés finalement avec notre recherche d'efficacité énergétique et éco-responsable là-dessus. Et d'ailleurs, juste pour tracer un petit portrait du groupe Vedia, ce sur quoi je voulais insister, c'est qu'on est 145 collaborateurs, qu'on a publié notre charte RSE il y a l'année dernière et que nombreux collaborateurs ont participé à la rédaction de cette charte lors d'ateliers. Et donc, on a créé justement une dynamique d'engagement autour de ça. Et ça, c'est très important pour nous. Merci pour cette présentation. Alors, une première question peut-être, c'est comment l'éco-conception de logiciels peut-elle contribuer à la réduction de l'empreinte carbone des organisations? Et de l'autre côté, quelle est la responsabilité des éditeurs dans la démocratisation justement de l'éco-conception? Ouais, on pourrait se dire, nous, finalement, on travaille avec des toutes petites puces informatiques qui consomment unitairement très peu d'énergie et qui ont finalement une empreinte énergétique assez limitée, donc on ne devrait pas avoir beaucoup de responsabilité dans toute cette histoire. Bon, après, quand on voit là, le schéma que je suis en train de présenter, on voit que il faut 50 fois le poids d'une voiture en matière première pour la fabriquer, mais il faut 16 000 fois le poids d'un microprocesseur en matière première pour le fabriquer. Alors, il y a plein de chiffres comme ça et c'est juste une matière d'échelle, mais je crois que justement, ça nous permet de réaliser qu'on ne peut pas s'abstraire, nous, en tant qu'éditeurs, d'avoir cette réflexion-là autour de l'éco-conception.
Et donc, nous, comment est-ce qu'on a abordé le sujet? Et je pense comment est-ce que il n'est pas une mauvaise idée d'aborder le sujet, c'est de commencer par un état des lieux en fait de l'impact du numérique. C'est-à-dire, en tant qu'éditeur, c'est quoi notre empreinte? Où est-ce qu'on en est exactement? Alors pour ça, on utilise des solutions, il y en a plein, donc il y en a une qu'on aime bien parce qu'elle est open source et gratuite. Par exemple, le Cloud Carbon Footprint. Donc quand on stocke des médias, quand on gère des médias en tant qu'éditeur, mais en fait finalement, comme la plupart des éditeurs de solutions logicielles aujourd'hui, on utilise le cloud, AWS, Azure, Google Cloud, OVH pour stocker ces médias, il y en a plein d'autres. Et c'est eux finalement qui sont les consommateurs de l'énergie puisqu'on leur a délégué la gestion des machines, des serveurs qui vont opérer finalement les opérations qu'on fait pour nos clients. Donc là, c'est assez intéressant de savoir où est-ce qu'on en est. Donc, alors, comment ça fonctionne, par exemple, ce genre d'outil? Pour vous donner un exemple, on va se brancher sur les comptes du cloud qu'on opère. Donc, il y a une petite connexion à faire. Et le système va comprendre en fait le nombre de serveurs qu'on a, le stockage qu'on utilise, et va nous tirer des bilans. Et donc, du coup, on va avoir ce genre de graphe là que je vous montre, qui vont pouvoir, nous, en tant que CTO, mais en fait, toute l'entreprise, savoir un peu se positionner sur c'est quoi notre consommation aujourd'hui. Alors, juste, vous pouvez aller jouer avec cette démonstration, mais pour que ça soit un peu plus concret, je vous présente une petite démonstration plus live. Donc, les chiffres sont tirés justement donc, des données de nos comptes AWS dans cette démonstration. Et on voit donc les tonnes de CO2 qui sont émis par les serveurs, le stockage, les calculs qui sont réalisés. On peut justement les mettre en regard avec des arbres, des vols ou des consommations téléphoniques pour avoir une sensation plus claire de ce que ça représente. Et on va pouvoir explorer, alors si on opère plusieurs data centers, ce qui est notre cas, on a des clients aux États-Unis, des clients en Asie, des clients en Europe, on est en multi-cloud, donc on va pouvoir travailler avec d'autres prestataires et donc voir à peu près où est-ce qu'on en est. On va pouvoir comme ça avoir une vision assez claire de où part finalement le carbone qui est dépensé dans ces opérations. Et justement, regarder s'il n'y a pas des opérations qui ne devraient pas avoir lieu. Par exemple, très clairement, des serveurs qui sont allumés et qui fonctionnent alors qu'ils ne devraient pas l'être, ou des stockages de données qui sont beaucoup trop longues et qui ne servent vraiment à rien. Donc voilà, donc on est sur ce genre d'outils et on travaille également avec... alors ce qui est compliqué finalement, c'est de se dire, nous, finalement, on a une petite activité de l'édition logicielle au regard des normes acteurs. Comment est-ce qu'on peut se positionner? Donc, comment est-ce qu'on peut calculer ça? Donc, là, il y a des grands groupes américains comme Etsy, la place de marché de Do It Yourself qui est américaine, qui a fait ces travaux qui sont assez intéressants et qui justement permettent de relier le nombre de serveurs, le type de serveur, le stockage à une consommation carbonée. Donc on utilise par exemple ce genre d'outils. On va également utiliser des outils qui permettent de passer sur des sites web et d'en tirer des bilans carbone. Donc voilà, EcoSonar par exemple, qui lui aussi est accessible et qui est assez intéressant. Donc une fois qu'on a fait ça, je pense qu'on a une vision assez claire de ce qu'on consomme et d'ores et déjà on peut avoir une démarche un peu éco-responsable en allant cueillir ce que les Américains appellent les low-hanging fruits, les fruits faciles à cueillir. Par exemple, tout simplement en décommissionnement des serveurs non utilisés. Ça, c'est un grand classique. Et aussi en optimisant la charge serveur. Donc, il y a des serveurs, par exemple, qui sont très peu utilisés, donc ils sont utilisés peut-être qu'en semaine, donc on peut les éteindre le week-end. Il y a également des serveurs qui sont sous-utilisés. C'est-à-dire, si je suis logique, un serveur, vu qu'il coûte un peu d'argent à produire, il faut l'utiliser à 95%. On est habitué avec nos ordinateurs à essayer de faire baisser justement la charge pour avoir de l'usabilité, mais il faudrait faire fonctionner ces machines à plein. Donc, essayer de ne pas avoir plein de petits serveurs qui travaillent à 15% de leur capacité, mais plutôt peut-être un moyen qui est à 100% de ses capacités. En termes de coût de production, en tout cas, on serait certainement beaucoup plus efficace. Comme dans la médiathèque, dans le métier de la médiathèque, on stocke énormément de données. C'est aussi se poser la question en permanence de stockage des données obsolètes. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui conservent des données inutiles. Donc,
des visuels de campagne qui ont eu lieu il y a 10 ans. Peut-être on peut en garder un ou deux à terme historique, mais en vraiment regarder toutes les variations, toutes les bannières, ça n'a aucun sens. Et donc là, les inciter à faire le ménage et à minima, pour les données très peu utilisées, utiliser des systèmes de stockage qui sont peu énergivores, comme des systèmes de stockage sur bande magnétique, qui rappellent un peu les cassettes, pour ceux qui ont connu ça, et qui sont certainement beaucoup moins consommateurs d'énergie, puisque une fois qu'elles sont stockées, il n'y a pas besoin d'énergie pour maintenir en fait, le stockage, contrairement à d'autres systèmes sur lesquels on va opérer. Donc voilà, donc ça, c'est un peu notre logique, justement, en tant qu'éditeur. Ok, et est-ce que vous pouvez un peu nous donner les critères clés pour identifier un logiciel éco-conçu et nous parler de votre méthodologie de conception? Ouais. Alors, en effet, parce que nous, on a pivoté vers l'éco-conception et ça a été un travail collectif. Et alors, comment est-ce qu'on a décidé de prendre le sujet? Déjà, on a essayé de le définir. Donc, et ce qui a été important dans la définition que vous voyez à l'écran, c'est que c'est quelque chose qui se passe du début de la conception jusqu'à sa mise en œuvre. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui se pense après coup, ou ce n'est pas quelque chose qui se pense en saupoudrant des petits morceaux d'éco-conception à différentes étapes de conception d'un produit. Il faut vraiment l'imaginer d'entrée de façon holistique avec dès la conception et de la conception à l'exploitation. Ça, c'est hyper important d'avoir ce point de vue-là et de vraiment l'intégrer dans les pratiques. C'est vraiment pas quelque chose qu'on rajoute a posteriori. C'est un peu finalement comme les méthodes agiles de conception logicielle qui sont arrivées il y a quelques années. Il faut les embrasser entièrement parce que sinon, en effet, on ne peut pas saupoudrer la méthodologie avec de l'agile, ça ne marche pas du tout. C'est pareil avec l'éco-conception. Il faut vraiment être dans cette démarche-là. Et donc, par exemple, dans notre métier, le cycle de vie d'une image, elle va être stockée, elle va transiter sur des serveurs, elle va arriver par un réseau, elle va arriver jusqu'au poste utilisateur, elle va être rediffusée dans un navigateur et elle va arriver jusque peut-être à un site web d'un de nos clients, un site e-commerce. Et donc là, on va se poser la question, là, comme on voit sur la flèche, de vraiment de l'impact énergétique qu'on a à tous les moments du cycle de vie du logiciel, mais également tous les moments où l'utilisateur finalement met en œuvre cette solution. Par exemple, si on se focalise sur un des éléments, c'est la média delivery, c'est le moment où on va diffuser le média sur un site e-commerce, donc l'image par exemple d'un produit qui va arriver sur le site d'e-commerce, bah là il faut se poser la question de est-ce qu'on le diffuse sur sa version originale. Nous, on va souvent recevoir des énormes JPEG, voire même souvent des fichiers RAW issus de boîtiers numériques qui sont magnifiques, ça pèse souvent beaucoup plus que 8 mégas d'ailleurs. Et là, c'est intéressant de se dire, est-ce que vraiment, moi, sur un site e-commerce, j'ai besoin d'avoir cette version-là? Donc, la réponse est évidemment non. Et donc, du coup, d'entrée, dans nos solutions, on met des systèmes qui comprennent quelles sont les capacités du navigateur du client, du browser web. Est-ce que vous êtes sur un smartphone? Est-ce que vous êtes sur un poste d'ordinateur? Et donc, qui vont délivrer exactement la bonne image optimisée pour vous. Du coup, là, on va gagner énormément, puisque on va gagner en termes de transit. Votre ordinateur ou votre téléphone va moins calculer, puisqu'on n'aura pas besoin de décompresser une énorme image. On va gagner en termes de stockage de cache, on va gagner à plein d'endroits, en termes de bande passante. Donc voilà, ça c'est typiquement ce genre d'information qui nous est intéressante parce que du coup, on va pouvoir mettre en œuvre au sein du logiciel Vedia une solution éco-conçue qui en plus, par ailleurs, a des bénéfices induits puisque vous savez que Google vous score en fonction de la rapidité de votre site et de la qualité, on va dire, d'affichage, de delivery sur votre ordinateur. Et donc ça, avoir aussi utiliser des solutions éco-conçues comme Vedia, ça vous permet d'avoir des aspects business bénéfiques, comme de remonter en classement, parce que votre site e-commerce, dont les images sont servies par Vedia, du coup, il devient beaucoup plus performant et donc il est mieux ranké par Google. Alors, du coup, une fois qu'on s'est dit ça, on s'est dit, bon, c'est très facile à mettre en place, en tout cas, c'est issu de volontarisme. En revanche, très rapidement, on peut tomber dans un écueil qui est une sorte de greenwashing, se dire, voilà, je vais le faire, et puis finalement, je vais pas le suivre au quotidien.
Donc, pour éviter ça, il faut vraiment, comme je disais, c'est prendre en compte toutes les étapes du cycle de vie. C'est prendre en compte tous les impacts environnementaux d'entrée et même, pourquoi pas, des impacts sociétaux aussi, ça peut être très intéressant. Donc, les impacts environnementaux, c'est de façon générale tous les aspects de la consommation carbonée, par exemple, mais également de la consommation de matières premières, la conception des serveurs. Donc, se poser la question justement dans les clouds, d'où vient l'énergie, et donc d'avoir cette vision à 360 et de ne pas se focaliser uniquement sur un détail ou un sujet comme par exemple le stockage des médias, qui peut être notre sujet principal. Et puis, c'est l'intégralité du service numérique. On ne peut pas se dire, voilà, je vais faire une nouvelle fonctionnalité et je vais l'éco-concevoir. Il faut vraiment à chaque fois essayer de le penser dans son intégralité parce que sinon, on est sur une logique qui est très parcellaire et avec beaucoup moins d'impact. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme le disait Caroline juste auparavant, il y a tout un ensemble de directives, de normes, de réglementations qui viennent non pas nous contraindre, mais pas mal nous aider, je trouve. Donc, à côté des RGA, RGPD qu'on connaît bien désormais, il y a désormais le RGESN, le référentiel général d'éco-conception des services numériques. Et nous, ça a été un super guidelines pour nous aider justement à nous positionner et à définir nos priorités. Parce que comment est-ce qu'il fonctionne? En fait, il permet de créer un score de conformité. Donc, il y a 79 critères, tous ne sont pas applicables. Et donc, vous allez pouvoir vous positionner en critérisant ces services, enfin, en critérisant, en vous attribuant une note, pardon, sur ces critères et, pour calculer ce score. Et justement, qui dit score dit aussi historique. Vous allez pouvoir voir l'évolution de votre score au fur et à mesure de vos efforts. Et ça, non seulement c'est motivant, mais en plus, c'est des KPI qui vont permettre à l'intérieur de l'entreprise de dire, voilà, notre objectif sur l'année prochaine, c'est d'atteindre tel score. Alors, ces 79 critères, voilà, ça ressemble un petit peu près à ça, voilà, typiquement un score qu'on va obtenir, mais ces 79 critères sont issus de quelque chose qui est un peu plus grand, qui est le GR 491, le guide des références de conception des responsables des services numériques, que moi, donc j'invite vraiment tous les gens qui sont intéressés à les consulter. Et lui, il y a 516 critères, donc on voit que c'est beaucoup plus large. D'ailleurs, il s'ouvre beaucoup plus sur des aspects sociétaux également, des aspects d'égalité qui sont très intéressants. Et une fois que vous avez démarré avec l'RGESN, c'est très intéressant de passer sur le GR 491. Et en effet, de s'orienter petit à petit vers une certification ISO 14006 qui, en effet, est déjà là depuis longtemps, mais qui a encore beaucoup, beaucoup de valeur et en tout cas permet, lorsque on est en mode d'appel d'offres, de justifier aussi des efforts qu'on a faits par une critérisation, une certification qui est extérieure à nous et des experts qui valident notre démarche de façon complètement autonome. Merci Olivier. Je crois que vous avez un exemple concret du coup à nous présenter. Il nous reste plus beaucoup de temps si on veut prendre les questions et je vais aussi vous partager le guide de référence de conception numérique dont vous avez parlé dans le chat pour ceux qui sont intéressés. Je vous laisse la parole, Olivier. Alors, un petit exemple justement, voilà, un service. Donc d'abord, je rappelle que le DAM, il est relativement un outil éco-responsable de façon intrinsèque parce qu'il permet d'éviter les duplicata, le copier-coller des médias, donc de retrouver la même image dans plein de drives, de box.com, Dropbox, etc. On compresse les images et les vidéos pour assurer justement un stockage efficace. Et puis, on est toujours en train de mesurer finalement l'efficacité des médias, est-ce qu'ils sont téléchargés, réutilisés, lus, et donc on permet comme ça de piloter un peu la création des nouveaux médias qui vont arriver, de nouvelles images, en se basant justement sur le succès des anciennes, et donc l'éviter de trop surproduire, ce qui est quand même un défaut de la plupart de nos clients, ils surproduisent des visuels qui du coup non seulement vont devoir être stockés et diffusés, mais également ont un coût de shooting et de retouches initiales. Donc, moins produire et mieux produire. Alors, si on
on inclut l'éco-conception. Voilà à quoi ça peut ressembler. Donc voici par exemple une copie d'écran de notre solution. Et on travaille actuellement avec l'équipe à l'intégration justement de ce qu'on a de donner de l'empowerment, de donner la possibilité aux personnes qui utilisent le DAM d'être eux-mêmes acteurs finalement de leur propre responsabilité. Avec cette petite entrée de menu ici, qui permet à des administrateurs DAM d'avoir ce genre de dashboard qui leur disent, voilà, vous en êtes là à l'heure actuelle dans votre gestion éco-responsable de votre DAM. Vous êtes sur un score de 55, il est orange, donc il n'est pas très bon, et vous avez donc des variations dans le temps de votre score, mais surtout, par exemple, des moyens d'action. Est-ce qu'il y a des assets, des médias qui ne sont jamais utilisés dans le DAM? Est-ce qu'il y a des médias qui sont dupliqués? Est-ce qu'il y a des médias dont les droits à l'image ont expiré? Donc, de manière, vous ne pouvez plus les utiliser à l'heure actuelle. Vous n'avez plus la possibilité de les diffuser de façon légale. Donc, posez-vous la question de soit renouveler ces droits, soit de les archiver définitivement, voire mieux de les supprimer, puisque vous n'en aurez plus jamais l'usage. Et donc, pour donner à l'utilisateur le moyen d'action justement sur ces scores-là, par exemple, on va scanner toute la base de données et on va déterminer tout ce qui est dupliqué, qui n'a plus d'activité, et pour vous permettre finalement de faire des filtres et de sélectionner et de supprimer finalement ces médias, de les purger régulièrement et d'avoir justement à votre main au moins un moyen d'agir au quotidien sur l'éco-responsabilité. Donc là, on a gagné 423 mégas de storage dans cette action, et ce qui permet donc du coup d'améliorer son score. Donc il y a un effet positif et valorisant pour les personnes qui mettent en avant ces actions. Et également qu'elles le fassent savoir à travers ce genre de bannières qui vont s'afficher temporairement sur la DAM en disant voilà, votre responsable de DAM a fait une action de nettoyage, et ça vous permet de vous inscrire dans les engagements RSE de votre entreprise, parce qu'on va dépenser moins d'énergie carbonée à stocker et à gérer ces médias qui du coup ont été nettoyés de la base de données. Voilà. Alors juste avant de vous repasser la parole, un petit sujet, c'est que lorsque justement on traite ces sujets-là, on a l'impression d'être rapidement assez vertueux, et du coup on va avoir une sorte d'angle mort sur toutes les nouveautés, c'est-à-dire qu'on va s'empresser d'avoir énormément d'excitation autour de l'IA générative, qui va permettre de générer beaucoup plus de médias sans shooting, donc qui va démultiplier forcément le nombre d'images dans les DAM, d'intégrer de la vidéo en 4K, voire en 8K, alors que souvent on l'a diffusé sur des réseaux sociaux avec des tout petits écrans. On peut se poser la question de la légitimité de les stocker forcément dans ce format-là, forcément très consommateur de carbone, d'énergie carbonaire encore. L'arrivée de l'AR, de la VR, c'est le lancement du casque Apple Vision. Donc, on est tous très excités par cette nouvelle technologie parce qu'on aime ça, mais on sait très bien que c'est des médias qui sont extrêmement lourds et qui vont falloir stocker. Donc, c'est pas l'effet rebond, c'est d'avoir l'impression d'être extrêmement vertueux et du coup d'avoir un angle mort sur tout ce qui arrive derrière, quoi. Et de ne pas faire attention et de continuer à faire croître finalement cette dépense qui va à l'encontre de l'éco-responsabilité. Voilà, juste avant de vous rendre la parole, vous pouvez scanner ce QR code et avoir accès à un e-book où on explique un petit peu quelques points justement d'action pour arriver vers la sobriété numérique de votre côté. Voilà. Merci beaucoup Olivier, merci pour cette présentation. Alors on va pas avoir le temps de prendre beaucoup de questions, donc je vais juste vous poser une question Olivier qui a eu dans le chat, c'était est-ce qu'il y a un surcoût pour l'éco-conception de logiciels, au moins au début du lancement d'un tel projet? Non, nous on l'a pas ressenti. Alors comment est-ce qu'on procède? On a un fichier Excel qui nous permet justement de voir dans toutes les étapes, qui pose des questions lors de la création des user stories, c'est comme ça qu'on fonctionne avec notre méthodologie.
Donc, on crée des parcours utilisateurs. Et là, finalement, le surcoût, c'est de se poser dans ces parcours, est-ce qu'on a bien pris en compte justement l'éco-conception là-dessus. Donc, ça n'a pas créé de surcoût, ça a plutôt créé un éveil. La question de se poser, est-ce qu'on est vraiment en train de faire une conception qui est éco-responsable ou pas? Voilà. Donc, pour nous, ça n'a pas ça marche. facteur de surcoût. Alors Caroline, je pense qu'on n'aura pas le temps. J'ai relevé plusieurs questions. Si tu veux, je te les transmets et si tu veux y répondre dans le chat, pas de problème. Je vais juste quand même vous donner les résultats du sondage qui était avez-vous déjà eu l'occasion de prendre connaissance des critères RSE dans un appel d'offres? Vous êtes 54% à avoir répondu non, 22% oui, 14% oui, mais c'est très nouveau, et 11% je ne sais pas. Donc voilà, désolé, on n'a pas le temps de commenter forcément ce sondage, mais si vous voulez, je vous mets les résultats dans le chat, comme ça vous aurez tout. Et merci à tous pour votre attention. Merci Olivier, merci Caroline pour vos interventions. Et Eric, je te rends enfin la main. Désolée pour le retard.